plutôt ferme. On écoute. Il faut avoir... Après le président de la République, on a entendu Gérard Collomb et Christophe Castaner, les deux ministres du gouvernement. Sur ce sujet, la politique du gouvernement, Valérie Pécresse, vous paraît-elle adaptée, suffisamment ferme? Certains la critiquent en la disant trop sévère. D'abord, je crois qu'il était urgent de mettre fin à la confusion qui existe entre les demandeurs d'asile et les migrants clandestins, parce que je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les demandeurs d'asile, c'est l'honneur de la France de les accueillir, mais les migrants clandestins, ces réfugiés, ces demandeurs d'emploi que nous ne savons pas accueillir dignement. Différencier l'immigration. Il faut avoir le courage de différencier ces immigrations, avoir le courage de faire respecter la loi de la République qui dit que quand on est dans l'illégalité, on doit rentrer chez soi. Alors oui, le gouvernement est inflexible dans les mots, mais maintenant, j'attends qu'il soit inflexible dans les actes. En tout cas, sur la définition de la politique, vous trouvez que le discours pour l'instant est juste? Le discours est le mien depuis toujours, donc je crois que ce discours-là est le bon. Maintenant, je vous dis, j'attends des actes et j'attends des preuves. Et notamment, moi, je demande au gouvernement qu'il publie chaque mois le nombre de personnes qui seront reconduites dans leur pays d'origine, et aussi les pays en question, pour qu'on sache quels sont les pays qui jouent le jeu, quels sont ceux qui ne jouent pas le jeu. Parce que je crois qu'il faut faire un donnant-donnant. Il faut faire un donnant-donnant avec les pays d'origine. Nous avons une aide puissante au développement qui, à mon sens, devrait être encore amplifiée, parce que je crois que ce serait là encore l'honneur de la France de porter un plan Marshall pour le développement de l'Afrique. Nous avons un continent qui est en croissance démographique exponentielle, qui subit des enjeux et des défis qui sont colossaux de développement, et je crois que nous devons être puissamment en aide vis-à-vis de l'Afrique, mais puissamment en aide vis-à-vis de l'Afrique, ça veut dire aussi donnant-donnant. Ça veut dire que les pays d'origine doivent reprendre leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière sur notre sol. L'Espagne l'a fait avec la Mauritanie et le Sénégal, ça marche. Ça marche, je ne sais pas, sur la transparence. Regardez aux Canaries. Les Canaries, aujourd'hui, les frontières des Canaries sont relativement sécurisées par cet accord espagnol. En tout cas, sur la transparence des chiffres, le ministre de l'Intérieur en a donné ce matin en donnant un chiffre d'expulsion, près de 15 000 personnes expulsées en 2017, et puis en donnant aussi les chiffres d'asile accordés, j'ai plus le chiffre en tête, mais tout cela pour dire que la transparence des chiffres que vous souhaitez faire maintenant tous les mois, peut-être que, en tout cas pour l'année 2017, ils sont disponibles depuis ce matin. Oui, mais elle est annuelle et pour l'instant, on peut faire mieux. Ce serait bien d'avoir un vrai tableau de bord. Cela dit, la circulaire Collomb qui permet aux agents des préfectures d'entrer dans les centres d'hébergement, les associations qui s'occupent des migrants disent c'est rompre avec ce qu'étaient jusqu'à présent les centres d'hébergement, c'est-à-dire un sanctuaire pour ceux qui n'ont rien. Est-ce que vous soutenez la circulaire Collomb, Valérie Pécresse? Moi, je comprends absolument le sentiment des associations. Pour elles, les personnes qui sont accueillies sont des êtres humains, et chaque être humain est dans une situation de détresse. Donc je comprends très bien que quand on est militant, associatif, bénévole, engagé, et qu'on est dans l'accueil, on ne peut pas soi-même se mettre dans cette logique de distinguer les situations administratives. Mais en même temps, vous savez, diriger un pays, c'est aussi faire un certain nombre de choix qui sont parfois des choix qui sont humainement pas faciles, mais je le dis, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'accueillir ces personnes dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, en Île-de-France, dans notre seule région, nous avons 120 bidonvilles. 120 bidonvilles. Nous avons des personnes qui vivent dans la rue. Nous avons des situations qui sont en termes d'hygiène, de salubrité, de dignité, d'humanité, qui sont absolument inacceptables et intolérables. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit y mettre fin, et on doit y mettre fin avec un seul principe directeur qui est, je l'ai dit, une inflexibilité à faire appliquer la loi de la République. Donc on note qu'en tout cas sur cette politique, c'est toujours une politique difficile à mettre en œuvre et qui entraîne beaucoup de clivages. On note que c'est une politique douloureuse humainement, et je comprends la difficulté que ressentent les associations, mais c'est aussi, j'allais dire, la responsabilité d'un gouvernement de la faire appliquer. C'est ça. Et donc vous soutenez plutôt, en tout cas dans sa définition, je crois qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec humanité, et on peut faire il ne faut pas d'appel d'air. Et si on donne le sentiment du laxisme, eh bien il y aura un appel d'air et la situation s'empirera. On a entendu le Premier ministre samedi, Édouard Philippe, que vous connaissez bien évidemment, puisque vous avez partagé de longues années l'appartenance à un même parti, à Notre-Dame-des-Landes, et il disait ceci.
Il était aussi indispensable que je puisse voir, parce que vous savez, quand on veut réfléchir bien, c'est bien d'écouter, c'est bien de lire, c'est bien de voir aussi. Et donc c'était l'objectif, et c'était donc l'objectif de ce déplacement, et ça nourrit ma réflexion. J'ai eu l'occasion de dire que nous annoncerions une décision avant la fin du mois de janvier. Je reste bien entendu sur ce calendrier. On attendra la décision d'Édouard Philippe concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais ma question c'est plutôt sur la manière qu'il a de gouverner. On voit que dans les études d'opinion, les jugements sont plutôt positifs des Français aujourd'hui sur Édouard Philippe. 59% des Français jugent qu'il fait un bon Premier ministre. Est-ce que vous faites partie, Valérie Pécresse, de ces 59% de gens ? Ce que j'apprécie, c'est les qualités d'écoute et de concertation, parce que je crois que il faut prendre des décisions quand on gouverne, et il faut aussi savoir prendre le temps de la concertation. Se rendre à Notre-Dame-des-Landes, c'est une bonne chose. C'est plutôt un bon Premier ministre ? Après, il faut prendre les décisions. Et sur le cas de Notre-Dame-des-Landes, moi, j'ai quand même une position très personnelle. Ouais. Je pense effectivement qu'il faut faire évacuer la ZAD, il faut faire respecter la loi sur le territoire. Oui, tout le monde en convient, mais personne ne l'a encore fait. Et en revanche, sur l'aéroport lui-même, moi, je pense que seul un référendum peut défaire ce qu'un référendum a fait, c'est-à-dire s'il y a une autre possibilité, peut-être l'extension de l'aéroport de Nantes, eh bien cette autre possibilité doit être à nouveau soumise à la démocratie, parce que la démocratie s'est exprimée sur cet aéroport et elle doit s'exprimer à nouveau. C'est un bon Premier ministre, Édouard Philippe ? Écoutez, en tout cas aujourd'hui, il fait un certain nombre de réformes qui vont dans le bon sens. Moi, j'ai dit que je serais dans une opposition juste. Je ne vais pas perdre mon énergie à critiquer un certain nombre de choses que je trouve justes. Mais en revanche, je pense qu'il y a aussi des manques, et des manques criants. Je pense notamment au sujet de la justice qui me préoccupe énormément. On va parler des prisons. Et je pense aussi au sujet de la baisse des dépenses et de la baisse des impôts qui me préoccupe, parce que c'est important pour les personnes, les Français, de retrouver du pouvoir d'achat. Vous restez avec nous, Valérie Pécresse. Il est 8h40. Voici l'essentiel de l'info. Agathe Maheu, présidente de la région Île-de-France et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Beaucoup de prisons françaises sont perturbées dans leur fonctionnement par la grève des fonctionnaires qui travaillent dans ces établissements pénitentiaires. Cela fait suite à des agressions qui ont eu lieu, et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, réfute tout procès de laxisme. On l'écoute. Êtes-vous d'accord avec la ministre de la Justice ? Le problème, ça n'est pas le laxisme, c'est peut-être la surpopulation carcérale, la radicalisation des détenus. Il faut avoir la lucidité de dire que la cote d'alerte est dépassée dans nos prisons. Pour prendre le seul cas de ma région, qui est celui que je connais le plus, mais en même temps qui est certainement le plus préoccupant, je crois qu'on est pas loin de 200%. En taux d'occupation. De taux d'occupation des prisons, 200%. Nos prisons sont aujourd'hui un véritable chaudron. Et j'ajoute que, évidemment, l'indignité de l'accueil des prisonniers nourrit évidemment la violence. Et je sais que les agents de l'administration carcérale sont soumis aujourd'hui à une pression, à une tension qui est insupportable. Donc je crois qu'il faut résoudre ce problème. Alors, Nicole Belloubet, il faut quand même le dire, sa solution à cette surpopulation, elle ne le dit pas, mais en réalité, dans les faits, c'est ça. Ouais. Ça consiste à aménager le maximum de peines et faire en sorte qu'il y ait le moins de peines de prison à la fin de la fin, qui soient prononcées ou qui soient exécutées. Là encore, en tout cas, il n'y a jamais eu autant de prisonniers en France. Hein. Donc, je ne sais pas si la politique c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de peine, mais de fait, il y a beaucoup de gens incarcérés. Oui, monsieur Apathy, il y a à peu près 70 000 personnes incarcérées pour 55 ou 57 000 places de prison. Mais si vous regardez dans les autres pays qui nous entourent, il y a beaucoup plus de places de prison qui sont ouvertes par rapport à la population. Il faut construire des prisons. Alors, non seulement il faut les construire, mais vous savez... Ça fait longtemps qu'on nous le promet, ça aussi. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Non seulement ça fait longtemps qu'on le promet, mais en plus, c'est une présidente de région qui vous parle, ça va mettre 6 ans. Permis de construire, bien autorisation, sûr. Trouver le terrain, etc. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de faire un plan d'urgence de centres de détention, qui ne seront pas des prisons comme on les entend aujourd'hui, avec des miradors et des murs en béton, mais qui seront des prisons, des centres de détention, Aujourd'hui, avec le bracelet électronique. Pour des courtes peines, c'est ce que vous voulez dire, exactement, ou pour des gens qui ne sont pas réputés dangereux. Pour des délinquants qui sont condamnés pour la première fois à des peines de prison ferme et qui sont effectivement pas des délinquants très dangereux, ceux pour lesquels aujourd'hui il n'y a plus de peine de privation de liberté prononcée. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui s'est répandu aujourd'hui, notamment dans toute ce qu'on appelle malheureusement la petite délinquance, mais dans la délinquance d'habitude, vous voyez. Il y a un sentiment d'impunité qui est de se dire, je suis condamné à 6 mois de prison ferme.
Mais c'est pas grave parce que les 6 mois, je les ferai jamais. Je suis condamné à 9 mois, je l'exécuterai pas. Il y a 100 000 peines qui ne sont pas exécutées aujourd'hui en France. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'exécution des peines. Alors je vois que ma famille politique demande des peines planchées. Moi, je suis favorable aux peines planchées, mais ça sert à rien de durcir les peines. Si à la fin de toutes les façons, la détention a quand même des vertus pédagogique, celle de dire stop, maintenant c'est terminé. Et puis ça éloigne les délinquants des quartiers dans lesquels ils habitent. Et ça aussi pour les populations c'est très important. Parce que le bracelet électronique pose quand même un problème. C'est que le délinquant, on continue de le croiser dans le quartier. Les détenus islamistes, il y a eu encore une agression, on l'a appris ce matin à Mont-de-Marsan, 7 surveillants qui ont été agressés par un... Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les rassemble? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je vous dis, l'important aussi, c'est de desserrer cette contrainte de la surpopulation carcérale. Parce que la radicalisation, c'est un problème spécifique à la prison. Et c'est un problème qui est amplifié par la surpopulation et aussi amplifié par les humiliations que cette surpopulation entraîne. Donc je ne cherche pas une excuse à la radicalisation, mais ce que je dis, c'est qu'il faut traiter de manière extrêmement ferme les détenus radicalisés. Ça suppose de desserrer la contrainte de la surpopulation carcérale et pour l'administration pénitentiaire de mettre à sa disposition les moyens dont elle a besoin. Aujourd'hui, on a une administration qui est au bord du burn-out. Et ça, je crois que le gouvernement doit l'entendre et ça doit faire partie de sa réflexion. Et donc la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sera ce matin à la prison de Vendin-le-Vieil où a eu lieu une agression. Il faut vraiment un plan hors sec pour les prisons, mais c'est possible. Ce que je veux dire, monsieur Apathy, c'est que c'est possible, en étant très pragmatique, de créer ces centres de détention d'urgence. J'ajoute que ma région, l'Île-de-France, est prête à aider le gouvernement à investir si le gouvernement cherche des moyens pour investir rapidement. Voilà, c'est dit. Le fait politique hier, c'était ceci, Alain Juppé. Je n'ai pas renouvelé ma cotisation, je n'ai pas l'admis à présider la fédération LR de la Gironde. Voilà, je me suis mis en position de recul. Vous continuez à payer vos cotisations aux Républicains, Valérie Pécresse? Moi, je paye rubis sur l'ongle. Qu'est-ce que vous pensez de la décision d'Alain Juppé? Je suis inquiète du rétrécissement de ma famille politique. Je suis inquiète parce que je pense que c'est un danger mortel. Je pense qu'une famille politique, c'est un lieu de rassemblement de personnes qui ne pensent pas forcément toutes pareilles, mais qui au fond ont les mêmes valeurs. Et je crois que le clivage droite-gauche, il existe dans la société française. Il y aura toujours des Français qui seront plus attachés à la responsabilité individuelle, qui refuseront la culture de l'excuse, qui seront attachés aux valeurs d'ordre, aux valeurs de liberté. Mais je crois que cette droite, elle est plurielle. Et qu'il faut reconnaître les différentes sensibilités. Qui est responsable de ce rétrécissement? Mais je crois que malheureusement, il y a des gestes de rassemblement qui doivent être faits. Et je crois qu'une famille politique, c'est quelque chose, c'est un lieu ouvert. Un lieu ouvert. Et je suis vraiment triste qu'Alain Juppé ne s'y trouve pas aujourd'hui à sa place. Vous comprenez sa décision? Pour tout vous dire, je l'anticipais parce que vous savez que Alain Juppé et moi, nous sommes proches humainement depuis les années Chirac, depuis de nombreuses années. Donc on en avait parlé. Je crois que il est mal à l'aise, notamment avec un certain nombre de discours qui ont été tenus, y compris sur la question européenne. Moi, ce que je souhaite, c'est que toutes les sensibilités de la droite puissent se retrouver à nouveau dans les Républicains. On vous a posé la question de la cotisation. Vous vous êtes posé la question de partir ou pas? Non, parce que pour moi, depuis septembre, il ne s'est rien passé de vraiment significatif. L'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains était attendue. Moi, j'ai créé Libre parce que je voulais... Vous n'avez pas voté pour lui, hein? Pardon ? Vous n'avez pas voté pour lui, hein? J'ai créé Libre parce que je voulais pouvoir exprimer au sein de ma famille un certain nombre d'idées d'une droite qui est authentique, qui est humaniste, qui refuse la porosité avec le Front National et qui en même temps est bien dans le monde dans lequel elle vit. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même de voir que on n'a que 6% des moins de 35 ans qui ont voté pour nous au premier tour de la présidentielle. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité de rénover profondément le logiciel de pensée de la droite, mais moi je ne renonce pas. Je ne renonce pas à peser sur la ligne de ma famille politique. J'ai pas compris, vous n'avez pas voté pour lui, c'est ce que vous avez dit ? Je ne renonce pas à peser sur la ligne de ma famille politique. Aujourd'hui, cette question de la ligne n'est pas tranchée. Et donc vous ne voulez pas nous dire ?
C'est ça. Mais vous savez, le vote est personnel. Le vote est personnel. De la part d'un responsable politique, c'est toujours curieux d'entendre ça. Mon vote va demeurer secret. Les responsables politiques, ils sont faits pour s'engager. Monsieur Apathy, c'est un mot un peu fort pour vous qualifier. Mais Monsieur Apathy, non. Je ne vous dénie pas le droit à préserver le secret de votre vote. Je n'ai pas moins de droits qu'un citoyen normal. Absolument. Donc ce n'est pas du tout sur ce plan-là que je place la discussion. En général, un homme politique ou une femme politique a un devoir ou une mission d'exemplarité, donc de transparence, et de transparence aussi. Pardon, l'exemplarité, ça ne va pas avec le secret du vote. Le secret du vote est un droit constitutionnel, Monsieur Apathy. Excusez-moi de vous rappeler la Constitution. Le vote pour un responsable politique a aussi un caractère public. Non, mais si vous ne voulez pas dire le sens de votre vote, vous avez le droit. Absolument pas. Ça montre l'intrusion et le voyeurisme qui devient une règle dans la vie française. On n'a plus le droit à la vie privée. Eh bien, moi, je le réclame. En revanche, l'engagement, je n'accepterai pas de votre part des leçons sur l'engagement, parce qu'il me semble que depuis 17 ans, je suis engagé au service de mon pays et de l'intérêt général, beaucoup plus que vous ne l'êtes, Monsieur Apathy. Beaucoup plus. Bah oui. À un seul coup, il y a moins d'empathie là. C'est ma fête. Il n'y a pas beaucoup d'empathie. Non, mais parce que j'accepte pas les leçons. Quand je les mérite pas. Je ne sais pas quelle était la leçon, mais sur l'exemplarité, vous m'avez dit que je n'étais pas exemplaire. Je suis, à mon sens, en tout cas, garante d'une certaine honnêteté. Bien, vous restez avec nous, Valérie Pécresse. Il est 8h51. Voici l'essentiel de l'info. Présidente de la région Île-de-France et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Vous disiez qu'il fallait des gestes de rassemblement quand on dit